beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin pour discuter en compagnie des autres panélistes, discuter des formulaires. Puis c'est un honneur tout particulier de le faire avec le professeur Silvio Normand, parce que je dois faire une confession. C'est les écrits de Silvio Normand qui ont stimulé mon intérêt initial envers les formulaires. Il y a quelques années. Et ça a été mon premier contact, en fait, avec des travaux qui vraiment qui me disaient qu'il y avait une possibilité de donner au formulaire l'attention analytique qu'il méritait. Et puis, c'était fait toujours avec une écriture tellement élégante. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin à côté du professeur Normand. Dans mes remarques ce matin, je veux revisiter, réexaminer des données recueillies dans le cadre d'un projet de recherche précédent que j'avais mené sur la prise de décision par les patients, les médecins, travailleurs sociaux, coordonnateurs dans 2 unités de transplantation d'organes dans 2 hôpitaux occidentaux, un aux États-Unis, un autre en Israël. Et je prends au pied de la lettre le titre dans tous leurs états, le formulaire dans tous ses états, parce que j'aimerais aussi parler aussi de l'ébauche d'un nouveau projet dans lequel je m'intéresse à un autre type de formulaire significatif dans le domaine du droit et des politiques de la santé et de la médecine, ce petit formulaire qui est la carte de don d'organes. Alors, mes travaux sont éclairés par un engagement théorique et ancré en anthropologie, en ethnographie du droit, et qui prête attention aux protocoles, aux techniques documentaires des changements sociaux et juridiques. Dans la tradition aussi de droit et société, je me vois en faisant partie de cette tradition-là. Je pense que les formulaires nous contraignent à poursuivre et peaufiner notre critique de cette distinction canonique là, de l'école des réalistes entre le law in the books et law in action. Puisque cet axiome-là, cette distinction canonique, really, maintient une différence qui est illusoire à mes yeux entre les documents et les actions, comme si ces domaines étaient essentiellement distincts. L'axiome law in the book, law in action tient pour acquis que les documents, les livres, les actes, les autres imprimés si vivants comme ceux qu'on a vus dans la première présentation ne seraient pas en soi des actions, comme si c'était pas dans le domaine de l'action. J'ai commencé à m'intéresser au formulaire de consentement dans le contexte de mes recherches sur le don d'organes et je voulais éviter une recherche, une approche de dénonciation des pratiques. Quand j'ai fait ce projet-là, il y avait une tendance vraiment normative à dénoncer ou à célébrer certaines pratiques. Et je voulais faire autre chose. Je voulais me concentrer sur la légalité comme une catégorie analytique qui prend de l'expansion ou se contracte dans un système de bureaucratie qui est supporté par des documents papier. Et j'ai rapidement constaté que mon intérêt dans ce projet-là, j'étais intéressée à la circulation du matériel vivant, des tissus, des organes, et je pouvais pas simplement regarder la circulation des tissus et des organes, que toutes ces circulations-là, qu'elles soient hiérarchisées ou partenariales ou égalitaires, au centre de la légalité ou à la limite de l'illégal et des zones grises, inévitablement, toute cette circulation était accompagnée de la circulation de documents, de leur trajectoire. Alors, la discussion autour de documents, y compris la discussion sur les formulaires de consentement, sur leur classement, leur trajectoire, le véritable carrière, la carrière des documents, c'est ça sur quoi je me suis intéressée. Et là, c'est une toute autre matérialité qui s'est ouverte à moi. Ce que je voulais exprimer par le titre, sans les lire, c'est que, selon moi, les documents peuvent et même doivent aussi être étudiés sans égard à l'information qu'ils contiennent. Évidemment, le contenu est intéressant, mais l'acte même de documenter, de préparer un formulaire, de le remplir, de le signer, mérite une attention. Alors, je pense qu'il faut s'intéresser au formulaire en soi, à sa matérialité, et pas seulement regarder à travers le formulaire. Regarder le formulaire, pas juste à travers pour arriver à autre chose. Plus généralement, la raison pour laquelle les documents m'ont semblé intéressants dans mes travaux, que ce soit
en trait au consentement ou par rapport à l'écriture juridique est précisément pas pour l'information qui est contenue dans le document ou le formulaire, mais pour ce que l'information qui est dévoilée, mais pour l'information qui n'est pas là, pour les trous qui sont dans le document. Je trouvais ça comique d'entendre parler de fromage parce qu'il y a des trous. C'est un gruyère, c'est un fromage suisse, c'est un document plein de trous. Alors, j'aimerais partager quelques exemples. Donc, le formulaire de consentement au don d'organes est en fait une occasion, dans mes recherches, c'était une occasion de ralentir, une occasion d'hésiter. Ici, le formulaire de consentement sont souvent représentés comme, dans la littérature, non pas comme un soutien au patient, mais plus comme une décharge qui protège non pas celui qui signe, mais celui qui fait signer. Alors, de plus, l'interaction avec les formulaires se veut et permet aussi un ralentissement des décisions. Ça semble peut-être trivial ou peu important, mais selon, par exemple, Bruno Latour, le ralentissement est précisément ce qui procure la légitimité aux décisions. Dans les unités de transplantation où j'ai fait mon travail d'observation, hésiter comme il se doit et surtout démontrer qu'on a hésité devient l'objectif crucial qui surpasse souvent le contenu de la décision. Alors ça, c'est pas anodin et ça, je veux m'y attarder. Alors, peu importe son contenu, le formulaire parvient aux patients vraiment sous forme d'une cage de contrôle, bien délimitée sur une page avec des marges, une police, des caractères gras pour inviter une attention soutenue, un surlignement, et on peut appeler ces éléments-là le péritexte. Gérard Genette et Sylvie aussi ont souligné l'importance du péritexte dans leurs travaux. La présentation physique du document, de ceux qui soutiennent et donnent au document sa crédibilité, ont une autorité formelle et structurante. Et de plus, le formulaire a aussi un épitexte, tout ce qui entoure le texte. Qui donne le document à qui? Comment est-il présenté? Comment est-il distribué? Tout ça fait partie du rituel également de la distribution du document. Par exemple, il peut y avoir une injonction qui accompagne la distribution du document, ne pas signer sans avoir lu. Alors, dès le départ, on voit à quel type de personne le document s'adresse. C'est une personne lettrée et responsable qui absolument doit lire avant de signer. Mais ce qui fait dire à certains auteurs, et j'en suis, c'est que le document et son péritexte et son épitexte, sans tenir compte du contenu, sont très puissants lorsqu'ils s'appliquent aux documents légaux et quasi légaux, par exemple les formulaires de consentement. Le formulaire apparaît aussi comme un document essentiellement incomplet. Je l'ai mentionné, je voudrais m'attarder un petit peu sur ce point. Il y a quand même, on pourrait dire, il y a une place à l'incertitude avec le formulaire. Le formulaire est un document qui ne contrôle pas tout. On pourrait dire qu'il y a quand même une place à l'interactivité. C'est un document qui est criblé, qui est troué, auquel il manque toujours quelque chose qu'il faut mettre en place, mettre à sa place. Il n'y a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre. Tout ça est quand même très prédéterminé. Et on peut se poser la question, y a-t-il vraiment un pouvoir discrétionnaire à remplir des blancs, à combler les vides du formulaire? La logique bureaucratique contient, taille, façonne la personne à qui le formulaire s'adresse. Sylvio Normand note que le formulaire tient en place celui ou celle qui le lit. Et il dit les formes contribuent à contenir leurs moindres échappées. Je trouve ça très joli. En ce sens, les formulaires de consentement ont une esthétique similaire aux exigences du droit, construite autour du concept unifié d'inclusion-exclusion, cocher oui ou non, cocher ou laisser un trou béant. Encore une fois, la personne à qui le formulaire de consentement s'adresse est une personne qui n'est pas, c'est une personne quand même particulière. C'est pas une personne qui est ambivalente, qui est incertaine ou insaisissable. Elle ne peut pas l'être. On s'attend de cette personne à ce qu'elle soit transparente. La personne doit être rationnelle, lettrée, réfléchie. Elle doit être capable de prendre ses décisions de manière autonome. Et ça, malgré les recherches récentes sur le consentement des personnes incapables ou limitées dans leur prise de décision, il y a des recherches sur le design dans la conception des formulaires de consentement. Mais malgré tout ça, le formulaire
ne représente pas ni ne reflète pas celui ou celle qui la signe. Et ce n'est pas la fonction peut-être du document. Moi, je dis que le formulaire plutôt invente et crée une personne, un type différencié, spécifique de personne, la personne du formulaire. C'est pas mon objectif ce matin, et d'ailleurs, en général, de vérifier empiriquement si la personne du formulaire est synchronisée avec la conception occidentale de la personne. Moi, j'aimais m'intéresser à cette personne telle que constituée par le formulaire. On peut parler ici, c'est un registre différent de la personne bureaucratique. Le formulaire est donc un projet basé sur un type particulier de personne, et cette personne, en plus d'être réfléchie, lettrée, doit être individualisée, car la personne doit cadrer dans le formulaire. Alors que le formulaire, encore une fois, à l'image du droit, se veut intégral et absolu et ne laisse pas de place à aucun excès ou résidu à l'extérieur de cette idée de personne dans le formulaire. Je m'attends maintenant à la trajectoire des formulaires, une fois qu'ils ont été bien rédigés et produits avec beaucoup de soin. Ce que j'ai souvent remarqué dans mes recherches avec les donneurs d'organes et les receveurs, c'est que les documents ne sont pas lus. Les gens ne les lisent pas. Ils les touchent, des fils, ils peuvent les déposer dans une chemise cartonnée, les empiler, et il y a d'autres considérations qui guident leur action. Ça peut être la foi, dans les dons d'organes entre vivants, par exemple, la foi, le sens du devoir, la culpabilité, les pressions familiales, des choses qui n'ont pas grand à voir avec le formulaire. Parfois même, le document, le formulaire peut acquérir des nouvelles significations qui étaient inconcevables au moment de leur rédaction et de leur production initiale. Les donneurs que j'ai rencontrés étaient mus par une force, une agentivité qui avait, comme je l'ai dit, rien à voir avec le consentement, avec l'évaluation des risques, avec l'information sur le formulaire, étaient tout de même prêts à interagir avec le formulaire, l'utiliser, l'évaluer de façon critique, à leur propre façon. Souvent, c'est avec de la moquerie, beaucoup d'humour par rapport au formulaire. C'est une façon de critiquer. Aussi, ils vont utiliser le document à leur propre fin, vont s'élever au-dessus du document et démontrer activement leur dédain pour ce formulaire. Alors, il y a quand même une agentivité. Ce n'est pas seulement un document qui va soumettre... je n'ai pas vu de soumission, moi, vraiment, par rapport à ces documents-là. Pour mes participants, les formulaires de consentement étaient avant tout des actions qui menaient à une autre action. Alors, un outil. Selon mes participants, il n'y avait pas nécessairement à les lire pour s'en saisir. C'était avant tout une invitation à mobiliser des relations. L'effet esthétique ici est crucial dans ce pouvoir du formulaire. L'anthropologue James Leach parle de la capacité des documents à produire des effets. Et c'est pour ça qu'au début, je dis, c'est au-delà du contenu, c'est bien plus une manière que de faire du sens par les mots. Encore une fois, l'anthropologue James Leach nous rappelle que la connaissance n'a pas à être transcendante d'abord et dans un deuxième temps traduite sous une forme particulière, le papier. Il est possible de concevoir la connaissance comme non transcendante. Alors ici, on casse le modèle binaire droit comme connaissance vivante qui s'applique et qui est distinct d'abord et appliquée sur le matériau non vivant. La distribution et la transmission du formulaire, et c'est une illustration de ça, c'est une pratique matérielle qui a sa propre signification. Le formulaire de consentement n'est pas le support matériel d'une idée à l'extérieur du formulaire. Le formulaire est immanent, il est même l'idée. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, pour terminer, j'aimerais traiter d'un autre exemple qui illustre ce point. Comme j'ai dit, c'est l'ébauche d'un projet de recherche entamé récemment, l'étude comparée des cartes de dons d'organes. C'est un document qui est, pardon, je voulais montrer celle-ci d'abord. C'est un document qui est courant au Québec. C'est un formulaire qui est incarné par un autocollant qu'on met au dos de la carte d'assurance maladie. Et comme certains le savent peut-être, depuis 2020 en Angleterre,
Et depuis 2013 au Pays de Galles, depuis 2021 en Écosse, le consentement est dorénavant présumé sous certaines conditions. Ceux et celles qui veulent être donneurs après leur décès n'ont pas à remplir de formulaires en ligne ou de s'inscrire à un registre ou à signer un document papier. Ceux qui veulent inscrire leur refus doivent le faire au registre en ligne. Alors, au Royaume-Uni, la question se pose si ce type particulier de formulaire, la carte de don d'organes qu'il faut remplir en cochant et signant, est-ce que c'est caduc? Est-ce que c'est un formulaire qui est en voie de disparition? Dans un contexte de consentement présumé où l'intention de donner n'a pas à être explicite, peut être assumée, valide, pourvu qu'il n'y ait pas de refus concret. Dans un système comme celui-là, pourquoi quelqu'un signerait une carte de don d'organes? Le formulaire ici participe activement à la circulation des organes et des tissus. La carte, donc, comme document, elle-même circule avec d'autres documents. Alors, pourrait-on, par exemple, imaginer une carte de non-don d'organes? Est-ce qu'on accepterait que le refus prenne une forme si tangible dans un formulaire de dire « je ne veux pas donner ». Ça existe au Japon, mais en Angleterre et pas ici non plus, au Pays de Galles non plus, il n'y a pas, ça fait depuis 10 ans, au Pays de Galles presque 10 ans, il n'y a pas de document tangible de carte de non-don d'organes. Mais malgré les changements à la loi, comme vous voyez, ça c'est la page courante du NHS, du National Health System British Blood and Transplantation, de NHSBT, continue d'encourager les gens à en remplir, à découper la carte et à la remplir et à la signer et de l'avoir sur eux. Alors, la carte est encore valorisée non pas comme une forme de consentement et n'est même pas une preuve de consentement, mais comme, en fait, elle ne l'a jamais été. La carte n'a jamais vraiment été une preuve de consentement. Elle est plutôt un signal, une source d'information pertinente quant à l'intention de celui ou celle qui remplit le formulaire. Alors, on voit comment la dépendance à l'écrit est encore significative ici. La carte n'a jamais eu force de loi, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas de signification juridique, sociale et culturelle. La carte fait partie d'une longue tradition de sensibilisation. On encourage les gens à signer leur carte, la garder sur eux, car ça pourrait sauver des vies. Ce que la carte ne dit pas, c'est que la carte est toujours limitée et soumise à d'autres mécanismes de consentement. Et d'ailleurs, nombreux chercheurs ont constaté que malgré les changements à la loi, les réglementations, les codes de bonne pratique, le véritable régulateur de dons d'organes après le décès sont les familles. Et d'ailleurs, il y a nombreux sont et celles qui s'insurgent contre ce rôle attribué en pratique aux familles. Mais malgré toutes les contestations, ce sont les familles qui donnent au bout du compte. Alors, qu'est-ce que signifie la carte de don dans ce sens? Qui devrait la signer? Qui devrait la porter ou la conserver dans son tiroir? Le site Internet du NHSBT a récemment changé son agencement sur son site Internet. La procédure des cartes de don était sur la rubrique consentement, consent to donation. Et maintenant, c'est plutôt sur la rubrique de campagne d'éducation et l'injonction de « parlez-en à votre famille ». Comment en parler à votre famille? Et là, on a sous cette rubrique-là les cartes de don, qui sont d'ailleurs disponibles maintenant en plusieurs formats personnalisés selon la religion. Je veux souligner encore une fois comment le formulaire individualise la personne. Dans le cas de la carte, on a une illustration de cette idée que c'est le sujet individuel qui est la seule entité capable de décider en ce qui concerne les décisions par rapport au corps et de signer comme donneur. Mais dans les faits, les organes sont donnés par d'autres entités qui sont impliquées dans la prise de décision. Comme le rappelle Philippe Stenner, le donneur est plutôt donné. Alors, est-ce qu'il y a un malentendu là, ici au cœur de la carte? Est-ce qu'on pourrait imaginer le formulaire de la carte autrement? Est-ce qu'elle doit être signée? Qui devrait la signer? Est-ce qu'il pourrait avoir là, la carte, on voit qu'il y a beaucoup de flexibilité. La carte, on invite à la découper, à la fabriquer soi-même. Est-ce que la carte pourrait être imaginée autrement comme un casse-tête, deux parties, une paire, deux morceaux qui pour être valides, doivent être complétés par une autre carte, par exemple, une autre carte complémentaire. Alors, le caractère incomplet, inhérent du formulaire, je trouve, est mis en exergue avec la carte de donneur.
C'est peut-être le temps de s'y attarder. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais faire. J'en parle, c'est seulement une ébauche dont je traite ce matin. Et je pense que c'est l'exemple d'un document qui n'a pas à être lu pour produire des effets. Il faut s'y arrêter. Et je m'arrête avec ce document qui est une carte de don de Cornée de 1945 que j'ai trouvée récemment. C'est une ancienne carte ici. Je m'arrête avec cette image d'archive. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Bravo.